Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Je vous prie d'abord de me pardonner pour mon retard. C'est la première fois que j'assiste à ces cafés santé-travail. L'accueil est très convivial. C'est la première fois que je fais une conférence avec une bière également. Ça, c'est une grande première pour moi. C'est une première et nous testons ce format. En tout cas, bon, ça n'est pas la première fois que je discours ou que j'échange, je l'espère après aussi, sur le sujet de la souffrance au travail en droit public. Mais c'est une première dans la configuration de ces cafés. Et le sujet, du coup, est assez général. Hein. Vous avez vu l'intitulé, c'est d'abord on parle du droit public en général. Et comme vous le savez, il y a toute une déclinaison de catégories et de sous-catégories. Et on peut aller très loin dans la précision, on peut aller très loin dans les cas individuels. On ne pourra pas le faire ce soir, parce qu'on n'en aura pas le temps, essentiellement. Mais je suis évidemment très attentif à toutes les suggestions, à toutes les questions. Et puis surtout, ce que j'espère, si je ne me fais pas sortir de la salle avec du goudron et des plumes, c'est que le format vous aura plu et que vous aurez eu envie d'en savoir plus, peut-être, encore une fois, d'explorer des points un peu plus détaillés du régime de droit public, de la fonction publique et du secteur public. Et du coup, si ça marche, peut-être que Patrice me fera l'amitié de m'inviter à revenir pour des conférences sur des sujets un peu plus pointus. Voilà. Tout ça pour dire, en étant un peu long, que le sujet de ce soir est donc très général. C'est un survol d'ensemble du régime de droit public. Ce régime qui fournit les normes juridiques par lesquelles les praticiens du droit, en lien avec d'autres professions, les juges évidemment, les professionnels de santé aussi, psychologues, psychiatres et ainsi de suite, font face aux manifestations de la souffrance au travail dans le secteur public, fonction publique et évidemment également les agents non titulaires, toutes les cohortes d'agents plus ou moins précaires qui collaborent à la réalisation du service public à la française, dont nous sommes tous très fiers, même si l'actualité nous montre régulièrement, comme en ce moment, que ça n'est pas du tout un acquis, ça n'est pas immuable, et qu'il est soumis aux assauts de la politique et plus généralement de toutes les évolutions de la société. Alors, ce sujet de la souffrance au travail dans le secteur public, je vais le définir brièvement d'abord, en quelques mots pour que vous cerniez le champ d'application de la discussion d'aujourd'hui. Ça concerne le secteur public. Le secteur public, c'est une population. C'est une population de travailleurs qui se consacrent à la réalisation des missions d'intérêt général dans des administrations que l'on répartit traditionnellement en trois grands ensembles. La fonction publique de l'État, celle du secteur hospitalier, des établissements de santé, médico-sociaux et ainsi de suite, et celle des collectivités territoriales, les régions, les départements, les communes et de plus en plus les établissements publics intercommunaux. Cette population, elle représente environ 5 millions de personnes en France. C'est donc une population qui est très importante, puisqu'on parle d'une population de travailleurs
donc de 5 millions de personnes qui seraient parties sans à peu près 1,5 million d'agents pour l'État, à peu près 1 million d'agents, entre 1 million et 1,5 million d'agents dans la territoriale, pareil dans l'hospitalière, et puis pour le reste, une population que l'on a du mal à recenser, qui est celle des agents non titulaires, contractuels, vacataires, les agents précaires, qui représentent entre 500 000 et 1 million de personnes, parfois dissimulées sous des montages juridiques assez élaborés et donc difficiles à recenser. Donc c'est très important, et peut-être certains d'entre vous qui m'ont déjà entendu parler de cela, mais je cite quand même ce chiffre parce qu'il me semble important, et pour prendre la mesure, c'est à peu près l'équivalent des effectifs de, je crois, les 25 plus grosses entreprises du CAC 40. Et pour donner un ordre d'idée, je crois que le groupe Carrefour, le plus gros employeur privé en France, doit avoir un effectif d'à peu près 40 000 personnes, qui correspond à un peu plus de l'effectif du rectorat de l'Académie de Versailles, ou de l'Académie de Versailles, de l'Académie de Créteil réunis. Ce qui vous donne une idée de l'importance comparée du DRH de l'Éducation nationale et de celui des entreprises soi-disant très importantes économiquement, ou qui s'en donnent en tout cas l'image et l'attitude comme celle du CAC 40. Voilà, ce sont des enjeux qui, ne serait-ce que quantitativement, dépassent de très loin ce que n'importe quel DRH de France dans le secteur privé pourrait imaginer. L'État français est de très loin le plus gros employeur en France, de très loin. Puisqu'encore une fois, le plus gros employeur privé, ses effectifs se chiffrent en dizaines de milliers de salariés, pas plus. Et donc les mécanismes de souffrance au travail, les problèmes de souffrance au travail prennent une importance ne serait-ce que quantitative, qui est tout à fait démesurée, qui peut prendre des proportions très rapidement asymptotiques. Alors, ça, c'est la réalité des chiffres. Et ensuite, il y a une autre dimension à prendre en compte, qui est celle de la dimension historique de la fonction publique, sa particularité, sa spécificité, qui est celle de la toute-puissance du pouvoir hiérarchique dans la fonction publique. Je cite le pouvoir hiérarchique parce que j'ai peu de temps aujourd'hui et que s'il faut aller à l'essentiel, on va dire que ce pouvoir hiérarchique est probablement, avec l'expérience que l'on en a quand on pratique, comme c'est mon cas, le contentieux de la fonction publique depuis des années, c'est la principale source, évidemment, de l'aggravation exponentielle de la souffrance au travail dans le secteur public. Parce que historiquement, le pouvoir hiérarchique, c'est ce qui imprègne la fonction publique et qui la définit, puisque cette fonction publique, elle se définit sur le paradigme suivant, qui est que la collectivité des citoyens confie à l'administration le soin de mettre en œuvre une activité d'intérêt général dont les objectifs sont, c'est le postulat, plus importants que ceux de l'activité privée. Et donc cette place particulière, plus élevée, dans l'organisation sociale de l'activité d'intérêt général, elle se réalise par le biais de l'activité des agents publics. Et ces agents publics, ils réalisent une activité qui est plus importante que celle des autres, et donc leur rôle est plus important. Mais ça n'est pas pour autant qu'ils sont mieux traités.
C'est là où il y a un biais qui explique leur situation parfois très difficile. En fait, c'est surtout la raison pour laquelle on est plus exigeant avec eux quand les circonstances le justifient. C'est-à-dire que on estime que, et c'est la raison d'être du droit de la fonction publique, et la raison pour laquelle il n'y a pas un code du travail applicable à tous les travailleurs en France, mais uniquement aux travailleurs de droit privé, et qu'à côté, il y a un statut des fonctionnaires. La raison d'être de ce statut, et la raison d'être de ces principales dispositions dérogatoires au code du travail, pour résumer, c'est qu'il offre à l'administration les outils juridiques qui lui permettent d'adapter la relation de travail aux nécessités de l'intérêt général. D'accord? Pour résumer hein, l'idée intellectuelle du statut. Voilà. Ce qu'on impose aux fonctionnaires, on leur impose parce qu'ils ont une mission qui est cruciale pour le fonctionnement de la société et que ça nécessite une distorsion des relations juridiques qui définissent le contrat de travail. Cette distorsion ne se fait pas historiquement en faveur des fonctionnaires. On exige d'eux une disponibilité, une obéissance, une acceptation des règles, une déontologie plus stricte, un certain nombre de contraintes qui sont liées à ça. Alors, ça prend des apparences qui aujourd'hui sont classiquement voilà, celles du médecin des urgences à qui on va demander de travailler toute la nuit. Mais historiquement, ça concernait un peu tout le monde. Et la fonction publique française a été bâtie sur un modèle militaire par le biais essentiellement des réformes napoléoniennes au début du XIXe siècle. Et la fonction publique civile a imité la fonction publique militaire sur ce plan et a été très imprégnée, en particulier, de la nécessité de respecter le pouvoir hiérarchique, la chaîne hiérarchique. Il y a un principe fondamental dans le droit de la fonction publique, posé par un arrêt de 1936 du Conseil d'État, l'arrêt Jamard, qui est qu'un chef de service a naturellement un pouvoir réglementaire pour organiser le service dans lequel évoluent ses agents. Même sans texte, il peut toujours édicter un règlement afin de fixer les règles d'organisation de son service. Ça, c'est historiquement une situation de travail dans laquelle on a placé les fonctionnaires dans une position fragile, évidemment. Une position exposée. Exposée. Exposée à quoi? Un chef tout-puissant, quand il est bien dans sa tête, ça pose pas de problème. Si tout le monde était raisonnable, pondéré, calme, patient, humain, compréhensif, empathique, si personne ne harcelait, n'agressait, n'espionnait, ne persécutait, n'abusait de son pouvoir, tout irait bien. Malheureusement, comme tout le temps, ce n'est pas le système qui pose problème, mais les gens qui le mettent en œuvre. Et c'est là où se situe la faillite des principales idéologies, et en particulier celle de la fonction publique. Puisque, à sa manière, c'est une idéologie. Alors, et surtout en France. Alors après ça, historiquement, il y a eu un apport en 1946, puis en 82-83. Il y a eu un apport considérable de réformes législatives qui ont visé à rééquilibrer ce rapport juridique très défavorable. Alors, ce rééquilibrage, il s'est opéré par deux fois, par des lois qui ont été votées sous l'impulsion du Parti communiste français, en 1946 à l'époque où il possédait la moitié des sièges de l'Assemblée nationale, en 1982 un petit peu moins déjà, mais il avait encore suffisamment d'influence pour avoir provoqué une réforme dont l'objet essentiel est de dire, puisqu'on leur demande beaucoup, accordons-leur en retour ce qu'ils méritent, un statut, lui aussi spécial, pour faire face à leur suggestion spéciale. Ce rééquilibrage, il vient en 1946, à l'époque où la Constitution de 1946 est votée, avec un préambule dans lequel, comme vous le savez, on décide de constitutionnaliser, donc au plus haut du système juridique français, dans le pacte social français,
un certain nombre de droits et de libertés fondamentales qui régissent la société française moderne, l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit au travail et le droit au loisir, le droit de travailler et le devoir de chercher un emploi, le droit au loisir, la solidarité nationale aussi face aux catastrophes et ainsi de suite, tout ça, tout ce qui est listé dans le préambule de 46. Et donc la loi statutaire arrive juste après. Et cette grande loi statutaire, elle fixe les premiers statuts de la fonction publique avec ce qu'on appelle vulgairement la garantie d'emploi, qui est en fait, qui n'est pas une garantie d'emploi au sens où on vous fait un cadeau, qui est l'idée de dire, voilà, vous signez au départ, vous acceptez votre nomination, et le contrat est le suivant. On va vous mettre au service de l'intérêt général pour réaliser des missions dans des conditions qui ne seront pas faciles, hein, entre 46 et 62, par exemple, les fonctionnaires qui ont fait leurs valises dans des pays où la France a quitté son implantation coloniale, parfois avec la maison qui brûlait derrière, avec le goudron et les plumes, abandonnés tout seuls dans des situations politiques impossibles. Enfin, il s'est passé plein de choses, comme vous le savez, dans cette période-là. Et l'État français s'est beaucoup reposé sur ses fonctionnaires et pour gérer les choses de manière à peu près élégante et pas trop inélégante. Et donc des missions très difficiles, et en échange, vous allez rentrer dans une carrière. Alors cette carrière ne sera pas très intéressante au début. Vous allez rentrer avec une paye limitée, voilà, beaucoup de choses à faire, des astreintes, des chefs à supporter aussi, une organisation très astreignante, la hiérarchie très lourde, vous faites ce qu'on vous dit de faire, vous abstenez quand on vous dit de vous abstenir, vous respectez le devoir de réserve, vous abstenez d'exprimer des opinions politiques trop extrêmes, et ainsi de suite. Voilà. Et à côté, vous avez cette carrière, et si vous vous accrochez, à la fin, vous êtes loyal, fidèle, que vous avez respecté et défendu l'image de votre employeur, envers et contre tout, parfois, et bien à la fin, vous aurez une progression de carrière, vous serez bien rémunéré en fin de carrière, et en plus, on va vous calculer votre retraite sur les 6 derniers mois, on vous mettra des promotions à la fin pour vous récompenser, et vous irez vous reposer à la retraite avec une retraite, voilà, une pension relativement favorable. Donc il y a cette espèce de contrat dans lequel on se met au service de l'intérêt public avec ce que ça comporte, et en échange, on se retrouve avec une promesse qui est une incitation à long terme, comme un espèce de contrat d'assurance vie en fait, dans lequel on vous dit ça va dormir pendant quelques années, ça va pas forcément être très rentable, mais à la fin vous aurez ce que vous méritez. Bon. Alors du coup, en termes de souffrance au travail, pour revenir toujours au sujet d'aujourd'hui, ça aussi c'est un facteur de risque. Parce que quand vous vous engagez dans la fonction publique, vous prenez un engagement qui n'est rentable, bien souvent, qu'à long terme. Si vous partez trop vite, si vous vous découragez trop vite, vous n'y gagnerez pas. Et là, on parle en termes concrètement financiers. Parce que les gens, ils construisent leur vie, ils prennent un emprunt, ils ont des enfants, les enfants font des études. Donc tout au long de sa vie, on a des engagements financiers, on a des soins, on doit s'occuper de sa maman qui est très vieille, et toute la vie personnelle des gens se construit autour de ça. Autour de cette idée qu'on prend un engagement à long terme et que on se retrouve lié financièrement, d'abord immédiatement par un employeur qui vous rémunère, mais il vous lie aussi à long terme, en vous disant que vous n'aurez pas tout de suite la même évolution de carrière que dans le privé, vous l'aurez plus tard, vous aurez des promotions à la fin et une meilleure pension de retraite. Donc il faut que vous restiez. Et donc beaucoup de gens restent, mais en s'accrochant à cette idée, une idée qui n'est d'ailleurs pas seulement financière, puisque l'évolution de la carrière dans la fonction publique, elle se fait aussi par la promotion de grade, qui est une évolution hiérarchique, dans laquelle on est amené à exercer des responsabilités de plus en plus importantes, qui justifient l'augmentation des rémunérations. On est rémunéré sur son expérience professionnelle, donc on est censé gagner une valeur professionnelle avec le temps, qui est effectivement généralement le cas. Et donc, le statut, il est porteur d'espoir, comme ça. Il a été conçu pour être porteur d'espoir, de perspective.
Sauf qu'évidemment, ça n'est pas ça qui aide forcément à lutter contre les situations de souffrance au travail au quotidien. Et même au contraire, c'est une façon pour l'administration, et ça on le voit tous les jours, c'est une façon pour elle de se simplifier la lutte contre la souffrance au travail. Et même, plus que de se la simplifier, bien souvent, de se débarrasser du problème. Pourquoi ? Parce qu'elle tient ses agents par les cordons de la bourse, par les perspectives de carrière. Encore une fois, je prends l'exemple de l'État. L'État est employeur unique de 1,2 ou 3 millions de personnes. C'est une position dominante qui n'a aucun équivalent dans l'histoire de l'humanité française, de l'humanité, ou en tout cas de la France, mais même de l'humanité. Enfin, dans l'histoire de l'humanité, des gros employeurs publics, il y en a quelques-uns. L'armée chinoise, par exemple, je crois, c'est 3 millions de personnes. Mais on est à ce niveau-là. On est dans ces échelles-là. C'est un employeur qui conclut 1,3 million de contrats de travail. Et c'est lui qui accorde les avantages de carrière. Alors évidemment, il est dans une position très forte. Il est dans une position très forte pour définir des règles qui vont lui permettre de faire en sorte que ses agents, effectivement, serrent les dents, encaissent des phénomènes de souffrance au travail, s'habituent à un climat pesant, hiérarchique, très structuré, parfois très lourd, en échange de ses promesses de carrière. Avec 1,2 million d'employés, il a plein de solutions pour régler un problème de souffrance au travail sans avoir à faire disparaître la souffrance au travail ou s'attaquer à la source du problème. L'État français, il peut vous muter de Dunkerque à Papeete, si ça lui plaît. C'est-à-dire exactement à l'autre bout de la Terre. Ce sont des pouvoirs qui dépassent l'entendement en termes de ressources humaines, qui dépassent, encore une fois, tout ce que les employeurs privés connaissent. C'est une situation dans laquelle la souffrance au travail prend des perspectives également qui sont tout à fait exceptionnelles. Un ministre, ou pour prendre un autre exemple, un préfet, ne sera jamais licencié pour inaptitude relationnelle. Ça n'existe pas dans la préfectorale. Pourtant, plus on monte haut, plus on a de pouvoir d'encadrement. Plus on a la puissance de feu pour faire souffrir un maximum de personnes. Mais un recteur ou un préfet, on ne le sanctionne pas. On le déplace. On le déplace dans une autre affectation. À la rigueur, s'il est vraiment, vraiment, vraiment insupportable, on le met dans une position qu'on appelle chargé de mission, expert. Et il doit bien être expert en quelque chose, on lui fait réaliser des études dans son bureau, mais là c'est vraiment la fin de carrière, et généralement dans ce cas-là, il sonne à mon cabinet, parce que c'est lui qui va s'estimer harcelé. Mais j'ai eu l'exemple, par exemple, d'un polytechnicien, qui est un grand établissement public de recherche français, que je ne nommerai pas, dont l'acronyme fait 4 lettres, commence par un C, s'est retrouvé comme ça, chef de service dans une association, et son caractère harceleur sexuel lui avait fait perdre de très belles perspectives de carrière. Néanmoins, il était resté effectivement dans une organisation satellite de l'établissement dans laquelle il avait encore des pouvoirs de chef de service, mais on nous avait expliqué cyniquement que il en avait moins, et que donc du coup ça faisait moins de victimes, et c'était du damage control à la française. Voilà, ça c'est le genre d'exemple que l'on trouve dans une administration qui n'a, c'est le moins que l'on puisse dire, pas toujours les bons réflexes pour lutter contre la souffrance au travail. Alors néanmoins,
ce sera en quelque sorte une deuxième partie de cet exposé. Le droit de la fonction publique, et aujourd'hui les pratiques managériales qui s'imprègnent de plus en plus de ce droit, s'est beaucoup réformé avec les années et accueille aujourd'hui un corpus de règles qui permettent de lutter contre les mécanismes de souffrance au travail, soit en prévenant l'apparition, soit en les faisant cesser, ou en permettant que les conséquences préjudicielles en soient efficacement réparées. Le statut, j'ai l'habitude de le comparer à une sorte de boîte à outils. Il y a dans cette boîte à outils des outils dont certains peuvent avoir en apparence une forme qui vous est plutôt exotique. Vous ne savez pas comment les utiliser. Enfin, je parle pour ceux qui sont amenés à avoir une réflexion juridique en droit public, par leur activité professionnelle, ou par les gens qu'ils reçoivent en consultation, ou qu'ils assistent, ou qu'ils conseillent, ou dans leurs proches. Il y a des outils dont on n'a pas connaissance, parce qu'ils sont tout au fond de la boîte et que personne ne les sort jamais. Il y a ceux qu'on utilise tout le temps, et pas toujours à bon escient. Et une boîte à outils peut receler beaucoup d'outils très utiles, mais si l'on ne sait pas s'en servir, ou si l'on ne les connaît pas, ça ne sert à rien. On se sent impuissant. On est comme moi, très mauvais bricoleur. Pas mauvais avocat, mais très mauvais bricoleur. Et on a beau s'acheter des outils, si on ne sait pas s'en servir, ça ne sert à rien. Alors, l'objectif de la réflexion juridique, à ce stade en tout cas, au stade auquel je la présente aujourd'hui, c'est de prendre connaissance, c'est un survol, mais prendre connaissance quand même de ces différents outils, en avoir une idée au moins synthétique, et être en mesure d'identifier au moins à peu près dans quelle situation ils ont vocation à être utilisés. Je vais donner une typologie de ces outils liés à la souffrance au travail, en tout cas destinés à lutter contre l'apparition ou la réalisation de situations de graves souffrances, de graves violences au travail. Et ensuite, éventuellement, j'accueillerai sous forme de débat les questions, les approfondissements que ça pourrait susciter par les personnes intéressées, ou aussi les suggestions, si certains d'entre vous ont des suggestions d'outils juridiques que je n'ai pas mentionnés, car je ne pourrais évidemment pas tous les mentionner ce soir. On ne peut pas résumer le statut en 20 minutes, mais je vais quand même essayer d'en faire un survol. Pour faire simple, j'ai réfléchi à un plan, et pour faire simple, je dirais il y a d'abord trois catégories d'outils. Les premiers sont ce qu'on appelle les qualificatifs juridiques. Comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors, je fais un peu le malin, mais en réalité, c'est une citation que les juristes connaissent par cœur, parce que elle est vraiment à la base du travail du juriste. Le travail du juriste, c'est d'appréhender une situation factuelle et d'essayer de lui donner des étiquettes juridiques, des qualifications. Et c'est à partir de ces qualifications qu'on sait après ce qu'on va faire. Quand on a une situation factuelle, on ne se demande pas ce qu'on va faire juridiquement. On se demande d'abord comment on la qualifie. Et c'est quand on l'a qualifiée, on sait quels outils on va mettre en œuvre pour la résoudre. D'accord ? Alors, les qualificatifs, il y en a, donc c'est le premier groupe d'outils, d'accord ? Il y a 3 groupes d'outils. Le premier, c'est les qualificatifs juridiques. Et en termes de souffrance au travail, si on devait en retenir, on va retenir 3 types d'outils dans ce groupe d'outils. Les premiers, ce sont ce qu'on appelle les qualificatifs séculaires, qui ont toujours existé, de la souffrance au travail. Ceux qui vous viennent à l'esprit, je dirais, d'une manière naturelle,
en exerçant votre faculté de logique. Excusez-moi, monsieur, je ne vous regarde absolument pas, vous êtes tous les trois sur le côté. Alors, en fait, ces outils ont toujours existé, ils ont une définition de bon sens, en quelque sorte, et pour cause, puisqu'ils préexistent au texte particulier qu'on a ensuite voté et inventé pour lutter contre les mécanismes spécifiques de souffrance au travail, d'accord? Ce sont les outils séculaires parce que, je veux dire par là, ce sont des principes généraux du droit, d'accord? Applicables même sans texte. Ce sont des normes qui existent même sans texte. Pas parce que c'est pas écrit dans le statut ou le code du travail que ça n'existe pas, d'accord? Et que vous ne pouvez pas en exiger le respect. Et pourquoi? Parce que ce sont les juges qui les ont implémentés dans le cadre, dans la hiérarchie des normes. Ils les ont fait apparaître par leur jurisprudence en considérant que ces normes traçaient les limites au-delà desquelles le comportement dans une relation de travail ne doit pas aller. Ok? Alors vous allez comprendre concrètement ce que c'est. Concrètement, c'est la privation de fonction, ce qu'on appelle la placardisation. Ça a toujours existé, l'interdiction de la placardisation. Il n'y a pas de texte qui le dit dans le statut, ni dans le code du travail d'ailleurs. Mais il y a un texte dans le statut qui dit que tout fonctionnaire doit avoir des fonctions. Doit avoir un emploi correspondant à son grade. Et donc, le juge en déduit que quelqu'un qui reste sans emploi pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, même s'il est rémunéré d'ailleurs, ça n'est pas une situation normale, c'est une situation illégale. Et ça a toujours été jugé. La désoccupation, qui est une méthode consciente ou inconsciente, involontaire ou délibérée, très classique, pour faire entrer quelqu'un dans une situation de souffrance que le chef de service mal intentionné considérera comme l'antichambre du départ, par exemple. Quand on veut faire partir quelqu'un, on lui dit pas « tu t'en vas », on le met d'abord dans une situation où il ne fait rien, il est désoccupé, il perd son identité, il comprend qu'il ne sert plus à rien, et dans ce cas-là, comme le fruit pourri qui tombe tout seul de la branche, au bout d'un moment, la personne, laminée, détruite psychologiquement, je dis ça de manière très sarcastique, hein, j'espère que c'est bien compris par tout le monde. Quand je lève le sourcil comme ça, c'est que ça m'énerve. Naturellement, on va finir par comprendre d'elle-même, au bout de 10 ans de thérapie et 300 kilos de médicaments, qu'il est peut-être temps d'aller voir ailleurs, parce qu'en fait, on n'a plus vraiment besoin de toi. Hein. Voilà le genre de situation contre laquelle la jurisprudence a toujours fourni les outils juridiques de lutte, hein, de réaction. Autre notion séculaire, les comportements vexatoires ou humiliants. Exclure quelqu'un du circuit du courrier, ne pas l'inviter à une réunion, mais aussi tout simplement à une galette des rois ou à un déjeuner le midi. Oublier, entre guillemets, il y a plusieurs guillemets, oublier de l'informer ou de lui communiquer des documents importants pour le service et le mettre en situation de relégation, qui n'est pas forcément une privation de fonction. Dénoncer son attitude ou le critiquer vertement devant tout le monde, un proviseur qui rentre dans une classe pour assaisonner un professeur devant ses élèves, ça s'est vu, hein, ou en conseil de classe avec les parents d'élèves qui assistent à la scène. Pas mal aussi pour isoler un prof et mettre en difficulté. Un inspecteur pédagogique régional qui trafique les statistiques d'un inspecteur d'académie pour faire croire qu'elle ne fait pas assez de missions d'inspection. Ça, j'ai eu ça aussi. Vous voyez, comme quoi, c'est pas que les inspecteurs qui harcèlent les profs, hein, c'est qu'à tous les niveaux, ça peut se produire. Mais ça, je fais pas mal d'éducation nationale. Est-ce qu'il y a des gens de l'éducation nationale? Oui. Un petit peu quand même, oui. La discrimination. La discrimination a toujours existé, même sans texte. Un arrêt célèbre du Conseil d'État sur un candidat qui avait eu le malheur, à l'oral de l'ENA, de professer, de reconnaître, on va dire,
professait pas, il reconnaissait des sympathies pour le Parti communiste français, à l'époque où l'arrêt du Conseil d'État date de 54, hein, donc à l'époque où le PCF posait une vraie menace pour la société française, du type de celle des lois de 46 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc le jury dit c'est très bien, mais il est communiste, donc on va peut-être pas l'admettre à l'ENA. Et le Conseil d'État, qui avait mis la main sur les preuves de cette délibération et des raisons ayant motivé cette délibération, ce qui est rare, parce que généralement ce genre de choses ne laisse pas de preuves, eh bien avait annulé pour discrimination en 54, hein, comme il y a 60 ans, 65 ans presque. La sanction déguisée, qualificatif séculaire, a toujours existé, la sanction déguisée. La sanction déguisée qui peut prendre bien des formes, hein, qui a été définie par le Conseil d'État, des conclusions d'un commissaire du gouvernement en 78. Il y a 40 ans. Par deux éléments. Un élément subjectif, la volonté de punir quelqu'un, de sanctionner un comportement qu'on a jugé fautif, et un élément objectif, l'atteinte au statut professionnel d'une personne, la dégradation de son statut ou de ses conditions de travail. Donc vous voyez, ce sont des critères qui sont hautement pragmatiques. On est complètement en dehors des textes. Hein ? Ensuite, deuxième sous-catégorie d'outils dans la catégorie des outils qualificatifs juridiques, ce serait de lutte contre la souffrance au travail. C'est tout ce qui résulte des réformes législatives depuis la loi du 17 janvier 2002. Hein, comme vous le savez, c'est la loi qui a institué dans l'ordre juridique français la notion de... Oui, je l'ai entendu. Harcèlement moral. Voilà. 2002. Ça, c'était un gros changement. Parce que là, du coup, il y a un texte. Mais c'est pratiquement la première fois qu'il y avait un texte en droit français pour nommer un mécanisme de souffrance au travail. Je dis un parce qu'il y en a d'autres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la sanction déguisée, le comportement vexatoire, tout ça n'a jamais été écrit dans le statut ou dans le code du travail. Il a fallu des jurisprudences. Et ça n'est toujours pas écrit. Mais le harcèlement, on l'a écrit. On a commencé par le harcèlement moral. Le harcèlement sexuel, ça venait un petit peu après. On en parlait moins parce qu'à l'époque, c'était moins important pour le législateur qui était... Bon, j'arrête la polémique, mais qui se sentait un petit peu moins concerné. Enfin, peut-être pas du côté des victimes. Puis ensuite, il y a le Conseil constitutionnel qui a retoqué la définition pénale, comme vous le savez, parce qu'il considérait que l'infraction était insuffisamment précise, pas assez précisément définie, et que donc on allait condamner quand même beaucoup de mecs pour des raisons qui risquaient d'être un peu trop vagues. Et donc du coup, on a refait une définition, et puis je vous passe toutes les réformes législatives, mais depuis 2002 jusqu'à 2018, aujourd'hui, vous avez, pour résumer, 3 notions textuelles. Le harcèlement moral, dans le statut et dans le code pénal, et dans le code du travail, c'est la même définition, pratiquement, mot pour mot. Le harcèlement sexuel, dans le statut, dans le code pénal, dans le code du travail. Et le petit nouveau qui date de la loi Macron, les agissements sexistes. Est-ce que vous connaissez les agissements sexistes? Non. Les agissements sexistes, c'est une notion qui est rentrée dans le statut. Donc les agissements sexistes, à côté du harcèlement sexuel, et puis à côté du harcèlement moral, un ton en dessous du harcèlement sexuel, évidemment, mais proche aussi du harcèlement moral. Comme vous l'imaginez, comme vous pouvez le concevoir, ce sont toutes ces situations offensantes. Ces remarques, ces gestes, ces attitudes
destiné à... on retrouvera la définition tout à l'heure, mais destiné évidemment à mettre en relief d'une manière comment on dit, dépréciative, dépréciative. Une personne à raison de son sexe. Évidemment, ça concerne surtout, enfin c'est une réforme qui se veut comme un rééquilibrage des relations entre les hommes et les femmes du point de vue du rattrapage du retard de la situation de fragilité des femmes sur le lieu de travail. Mais pas seulement. Pas seulement. Un agissement sexiste peut parfaitement se produire, vous verrez la définition, je vous invite à vous y référer, elle est dans la loi 83-634 du 13 juillet 1983, aux articles 6 et suivants, qui peut parfaitement se produire, quelle que soit la configuration des personnes mises en cause. Vous voulez la définition? Vous l'avez? Ouais. Ah, vous pouvez me la donner? Je vais la donner au micro. Ouais. Merci beaucoup. Si c'est ça, hein. Oui, c'est la même, tout à fait. Vous l'avez trouvé dans le Code du travail, eh bien c'est la même. Vous voyez que ça a été voté par la loi du 17 août 2015, une des premières lois Macron. Pas quand il était ministre de l'économie. Enfin, je crois, c'était la loi El Khomri. Non, c'est la loi... Non, c'est la loi Macron. C'est El Khomri, ça? Ah. Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. C'est une bonne définition. C'est une bonne définition, elle est efficace. Elle est efficace, on le voit dans la pratique, on commence un peu à en parler, nous les praticiens défendons les agents publics. Je pense que les praticiens du droit du travail doivent penser la même chose. Moi je pense que c'est vraiment un progrès social parce que il faut dire ce qui est. La différence entre un qualificatif séculaire issu de la jurisprudence et un texte, c'est quand même que, et un texte de loi, c'est quand même que ça ne fait pas le même effet auprès de la personne qui commet les agissements répréhensibles. On va pas se le cacher. Quand vous lui dites oui, mais ça date d'un arrêt du Conseil d'État de 1902, et à côté, c'est dans le code pénal, c'est 5 ans de prison, généralement, la réaction est un tout petit peu plus retenue, et la compréhension plus profonde et plus immédiate pour la personne quand elle se sent immédiatement concernée par un texte de loi, surtout de loi pénale. Voilà, donc ça c'est le deuxième groupe d'outils liés aux qualificatifs juridiques, ce sont les qualificatifs légaux. Et puis le troisième, le plus important peut-être, s'il y en avait un seul à retenir, un qui marche en plus à tous les coups, c'est-à-dire, enfin qui marche à tous les coups, je ne dis pas que 100% de succès garanti dans tous les dossiers, je dis simplement, il s'applique dans toutes les situations de souffrance au travail. C'est la notion d'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Et à contrario, la faute est constituée, la situation illégale est constituée quand l'exercice du pouvoir hiérarchique prend une dimension ou des formes anormales. Pourquoi j'ai commencé tout à l'heure par vous donner ce rappel historique et cette description du paradigme de la relation de travail dans la fonction publique entre la satisfaction de l'intérêt général et les sujétions liées en particulier à l'exercice plus contraignant du pouvoir hiérarchique sur l'agent chargé de réaliser ses missions d'intérêt général. Parce que tout se joue autour de l'exercice d'un pouvoir hiérarchique dont la finalité est proportionnée et strictement nécessaire à la réalisation de la mission d'intérêt général. On ne fait pas revenir un médecin aux urgences si on n'a pas un cas urgent à lui soumettre. Un interne qui est de garde, on ne le sonne pas quand on a un café à faire apporter au médecin, enfin en théorie, on ne le fait pas. On ne le sonne que quand il y a une urgence médicale. Sinon, le professeur qui sonne l'interne de garde et qui le réveille à 3 h du matin pour se faire... parce que sa Mercedes est mal garée dans le parking du CHU, enfin, que sais-je, eh bien ça c'est un abus de pouvoir. C'est l'exercice d'un pouvoir hiérarchique à des fins qui ne sont pas nécessaires et proportionnées à la réalisation de la mission de soins d'urgence. D'accord? Bon, je vous donne un exemple volontairement caricatural qui ne correspond absolument pas à la réalité des relations de travail entre un interne et un professeur de médecine, mais c'est pour illustrer cette relation et cette notion juridique de dépassement du pouvoir hiérarchique, d'exercice anormal du pouvoir hiérarchique.
le Conseil d'État, ce qui est fondamental à retenir, c'est que le Conseil d'État, je vous donne cette précision de contexte, vous allez comprendre. Le Conseil d'État a redéfini en fait, il a consacré la renaissance de cette notion à l'occasion d'un arrêt de section qui a été pris en 2006, au cours duquel il avait à juger de l'application de la loi de 2002 sur le harcèlement moral à quelqu'un qui voulait se prévaloir de l'application de cette loi pour se protéger d'agissements de harcèlement qu'elle subissait sur son lieu de travail. Et le Conseil d'État lui dit non, vous n'avez pas le droit à l'application de cette loi parce que les agissements dont vous vous plaignez sont nés antérieurement au 17 janvier 2002. Malheureusement pour la dame, ça s'était terminé le 15 janvier, enfin quelque chose comme ça. Problème d'application de la loi dans le temps et le Conseil d'État ne peut rien y faire. On est d'accord. Mais par le même arrêt, jugé en section du contentieux de manière très officielle, il dit « Mais par contre, j'accepte d'examiner votre affaire sous l'angle très général, que j'ai toujours appliqué, même sans le dire, de l'exercice normal ou anormal du pouvoir hiérarchique. » Vous comprenez? Et il dit à ce moment-là, quelle que soit la loi dont vous me réclamez l'application, et même si cette loi était applicable, de toute façon, moi j'actionnerai toujours, sur demande de votre part, ce principe général du droit. Alors, pour résumer, vous avez des qualifications légales, vous avez des qualifications séculaires, jurisprudentielles particulières, sanctions déguisées, ainsi de suite, hein. Mais vous avez toujours, qui englobe tout ça, dans un périmètre général, un principe gouverné par l'équilibre fondamental de la relation de travail dans le secteur public, c'est ce principe selon lequel on use du pouvoir hiérarchique que dans un objectif et par des moyens strictement proportionnés à la satisfaction de la mission de service public. Et puis c'est une manière aussi pour les gens de prendre un peu de hauteur et de raisonner à partir de ce qui fait le sens profond de leur activité professionnelle et sa caractéristique, sa plus-value pour le corps social, qui est effectivement la contribution à la réalisation d'une mission de service public. C'est une lutte contre la perte d'identité et ça replace l'identité profonde du fonctionnaire dans le secteur public au cœur du débat juridique par lequel il va se protéger ou demander la réparation des abus de pouvoir qu'il a subis. D'accord? C'est aussi une notion d'un maniement facile parce que son maniement est intuitif. On sait ce que c'est qu'un abus de pouvoir. Et qui, mieux que le fonctionnaire réalisant son activité, qui est mieux placé que lui pour le savoir? Il y a ça aussi, vous voyez? Le harcèlement est une notion, en quelque sorte, exogène. Pourquoi? Parce qu'elle se fonde sur des considérations qui, en partie, sont des considérations qui tiennent aux agissements du harceleur, d'accord, qu'il va falloir décrire et détacher du fonctionnement du service. La notion de dépassement anormal du pouvoir hiérarchique est plus centrée autour du fonctionnaire lui-même, qui ne se défendra jamais mieux qu'en mettant en perspective ces abus avec la description de ses missions et la manière la plus efficace et la plus équilibrée qu'il a de les exercer. Voilà. On se réapproprie le débat en défendant sa propre manière d'exercer son travail. Ensuite, deuxième groupe d'outils, j'essaie d'aller vite parce que ça fait déjà 1 heure que je parle, ce sont les moyens d'action. Les moyens d'action, ce sont des procédures statutaires qui, elles, sont fixées par des textes, sont fixées dans le statut, et qui permettent qui peuvent être mises en œuvre dans les situations de souffrance au travail. Alors, je donne un panorama général, d'accord? Je ne dis pas que c'est systématiquement pertinent, applicable, ou que ce sera à même de résoudre le problème rencontré par les gens, vous-même ou les gens que vous conseillez, assistez ou représentez. Simplement, c'est vrai que, encore une fois, c'est l'idée de cette boîte à outils dans laquelle on va piocher des outils, parfois en tester certains, parfois ça ne va pas marcher, parfois on se trompe, et on a le droit à l'erreur. Ce fameux droit à l'erreur, on l'a aussi
quand on réfléchit aux stratégies qu'on doit mettre en place pour lutter contre une situation de souffrance au travail et tenter d'y mettre un terme, ou d'en prévenir l'aggravation. Parce que, il faut bien le dire, ces situations qui mélangent de manière très intriquée des problèmes humains, médicaux, professionnels, relationnels et juridiques, en plus du technique, quand il faut gérer le caractère plus ou moins technique de l'activité du fonctionnaire, n'est-ce pas, sont des situations dans lesquelles les outils juridiques ne sont pas des outils par lesquels on raisonne dans une science exacte. D'accord ? On n'est pas en train de résoudre un problème chimique. On est en train de résoudre un problème humain. Alors, ok, j'accélère encore plus. Alors le premier, c'est le signalement. C'est le signalement c'est l'alerte. On parle beaucoup du lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte médiatisé, c'est celui qui lance une alerte courageuse sur une situation extérieure à sa propre situation à laquelle il a assisté. Mais le lanceur d'alerte, c'est d'abord celui qui doit lancer, en termes de souffrance au travail, une alerte pour lui-même. Quand il souffre, il doit s'exprimer. Je ne rentre pas dans le détail, mais il faut quand même dire ce qui est. L'un des problèmes de la relation hiérarchique dans le secteur public, c'est cette façon très enveloppante et très contraignante que peut avoir un chef de service qui va attraire son agent dans une relation très personnelle dans laquelle il sera difficile de faire circuler l'information au-delà du rapport avec le chef de service, en particulier par respect pour la voie hiérarchique. Mais il faut savoir s'en affranchir. C'est très important et c'est par là qu'on commence quand on a un problème. C'est d'abord d'en parler. Car sinon, le pire, et c'est l'ironie de l'histoire, c'est qu'on peut vous reprocher, une fois que vous avez souffert, de n'avoir pas signalé la situation que vous subissiez. On ne doit jamais partir du postulat que la hiérarchie, enfin l'employeur, l'autorité, a connaissance de votre situation de souffrance. Au contraire, vous devez partir du postulat qu'elle ne la connaît pas, car cette situation de souffrance est retenue au niveau hiérarchique intermédiaire. Deuxième outil, la protection fonctionnelle contre les attaques. Protection, c'est le devoir de l'employeur de protéger son agent, de mettre un terme à la souffrance qu'il a subie, ou d'en prévenir l'apparition. Il faut la réclamer, il faut en faire usage. Troisième outil, je vais vite, le droit au retrait, mais le premier droit au retrait, c'est le droit au congé, le droit à l'arrêt de travail. On ne se maintient pas dans une situation destructrice. Quatrième outil, qui est le corollaire, c'est le droit à la sortie de l'inaptitude. C'est un droit en pleine expansion, avec notamment, voté l'année dernière, le nouveau congé qu'on appelle la période de préparation au reclassement, d'une durée maximale d'1 an, rémunérée, qui permet en particulier de faire des formations, des bilans de reconversion et de sortir de l'inaptitude médicale. L'inaptitude médicale, les arrêts de longue durée étant, comme vous le savez, le fardeau de la sécurité sociale, avec trop de personnes qui sont maintenues dans ces situations d'inaptitude parce qu'on ne sait pas leur retrouver une situation professionnelle qui va leur permettre de reprendre un contact apaisé, pacifié avec le travail. Quatrième outil, la reconnaissance de l'imputabilité au service. C'est l'équivalent des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur privé. C'est l'imputabilité d'une maladie professionnelle ou contractée dans l'exercice des fonctions ou d'un accident de service. C'est la reconnaissance du lien de causalité entre les mauvaises conditions de travail et la dégradation de l'état de santé. On fait reconnaître par l'employeur qu'il est à l'origine des arrêts de travail. Et c'est sa responsabilité qui est engagée. Et c'est aussi une manière après de sortir plus efficacement de l'inaptitude médicale, puisqu'il a d'autant plus l'obligation de vous accompagner dans la sortie de l'inaptitude qu'il est responsable de vous avoir mis dans cette situation d'inaptitude. C'est logique. Eh bien, ça a une concrétisation dans les textes. Cinquième outil, c'est évidemment l'appel aux organes spécialisés, les organes traditionnels, le médecin de prévention, le CHSCT, la commission de réforme, et les organes plus récents, le référent alerte, référent lanceur d'alerte, créé par un décret d'avril 2017, qui est chargé de recueillir les alertes en toute confidentialité. Le référent déontologue, lui aussi créé en 2017. Dans toutes les administrations publiques de France et de Navarre, il y a désormais l'obligation d'avoir un référent déontologue pour le saisir en toute confidentialité encore, une question de déontologie. Et enfin, last but not least, le médiateur naturellement. Il est en pleine expansion, il est parfois dans l'administration,
l'inénarrable médiateur de la police nationale, qui avait un jour écrit, excuse-moi pour l'anecdote, je termine le plus vite possible, mais qui avait quand même, je fais quand même celle-là, qui avait un jour écrit à une de mes clientes, brigadier chef de la police nationale, harcelé par son directeur, chère madame, parfois il faut savoir serrer les dents et prendre sur soi pour aller de l'avant. Dans un mail quand même, le médiateur. Bon, je dévalorise un peu les médiateurs, mais en réalité pas du tout. Je crois profondément en la médiature, simplement. Elle a aujourd'hui, depuis une loi du 31 décembre, de décembre 2016, je ne me rappelle plus la date, et une traduction dans le code du travail, le code de l'organisation judiciaire, le code de procédure civile et le code de justice administrative, elle a pris une forme institutionnalisée avec le recours à la médiation, y compris pour régler ou prévenir l'apparition de litiges du travail, le recours à un médiateur qui peut être ordonné par le juge et bientôt la médiation préalable obligatoire à l'engagement. Voilà, les requêtes. Depuis un décret d'avril 2018, il est prévu qu'à compter de septembre prochain, toutes les décisions qui seront prises dans certaines régions d'expérimentation, mais notamment la fonction publique dans les Hauts-de-Seine et le théâtre Cergy-Pontoise, devront passer d'abord par une étape de médiation, en tout cas de tentative de médiation, avant d'aller au contentieux. Dernier groupe d'outils, et je termine par là en une minute, les outils contentieux. Là, c'est un peu l'avocat qui parle qui fait un peu la pub de son activité. Mais c'est vrai que c'est mon activité et par expérience, je sais que c'est quand même une manière soit de régler des problèmes, soit de lancer un signal fort à un employeur quand on n'a pas envie de se laisser faire, sachant que le harcèlement et tous les systèmes oppressifs mis en place liés à la souffrance au travail se font souvent sur la durée. Et qu'on constate quand même, souvent, que les gens qui se font attaquer sont des gens qui au départ se laissent un peu trop faire, prennent un peu trop sur eux. Et que souvent les agresseurs sont encouragés par l'impunité de leur comportement, et que cette impunité de comportement, si elle vient principalement de la passivité de la hiérarchie, elle vient aussi parfois malheureusement du fait que les gens ont tendance à en prendre un peu trop sur eux sans réagir de manière suffisamment ferme. Exactement comme une agression dans le métro. Dans le doute, il vaut mieux hurler que de serrer les dents en rasant les murs. Vous avez, je crois, 90% de chances de faire fuir l'agresseur. Ça a été mesuré par des études d'anglo-saxonnes. Si vous hurlez et que vous vous roulez par terre, ouais, vous aurez l'air ridicule pendant 30 secondes, mais vos chances de vous en sortir en toute intégrité s'en trouveront considérablement augmentées. Eh bien, on se rend compte que l'agresseur du métro et le chef de service harcelant, je ne dis pas que ce sont exactement les mêmes personnes, quoique pour certains j'ai des doutes, mais en réalité ils ont des comportements pathologiques qui obéissent à peu près au même loi de fonctionnement. Alors, 3 outils dans ce dernier groupe d'outils. L'annulation, le contentieux de l'annulation, quand on prend dans la figure, quand on est victime d'une mesure individuelle défavorable, d'une notation défavorable, un compte-rendu d'entretien professionnel désastreux, une mutation d'office, on peut l'attaquer, on peut en demander l'annulation. Elle sort, en cas d'annulation, elle sort du dossier, on peut obtenir la restitution de sa situation initiale, la reconstitution de sa carrière, et ainsi de suite. On est restitué dans ses droits et il faut savoir que c'est une manière de revenir un peu dans le passé. Il y a des fictions juridiques en conséquence de l'annulation qui permettent de lutter efficacement contre la dégradation d'une situation administrative causée par une décision abusive. D'accord ? Deuxième outil, la réparation des préjudices. La réparation, c'est la demande de dommages et intérêts. C'est quand on essaie de s'en prendre au portefeuille et pour un certain nombre d'administrations ou d'employeurs publics, c'est souvent un signal inquiétant, parfois même plus inquiétant que la demande d'annulation. C'est aussi une manière d'investir dans un recours contentieux sans avoir, je dirais, l'impression, parce que le procès est long et fatigant psychologiquement, et donc il faut aussi avoir l'espoir de récupérer derrière des sommes d'argent. Or, le fait est que, bien souvent, dans les situations abusives, il y a des abus financiers à caractère économique. Comme je vous le disais tout à l'heure, en échange des sujétions lourdes du statut, on accorde aux agents des avantages de carrière. Ça veut dire qu'il faut que l'agent s'y retrouve économiquement, je ne dis pas seulement financièrement, mais économiquement d'une manière générale, y compris à long terme sur les promotions et l'avancement. Et ça, c'est très important de garder à l'esprit quand on est fonctionnaire ou quand on défend des fonctionnaires, que leur objectif, et l'objectif qu'on doit collaborer à protéger pour eux, c'est qu'ils s'y retrouvent dans ce contrat social profondément désavantageux, sinon. D'accord ?
Et donc, il faut garder à l'esprit que la lutte, elle se fait aussi sur le plan des avantages financiers, et que ce n'est pas un gros mot de parler de cela, et que, alors moi, évidemment, en connaisseur du statut et des difficultés des agents, j'aborde le discours populiste sur le caractère privilégié des fonctionnaires. Au contraire, il n'y a aucun privilège, il n'y a que la compensation à la fin de sacrifices qui ont été faits pendant la carrière. Donc, la carrière, il ne faut pas qu'elle s'arrête avant, et si elle s'arrête avant, il faut que le juge comprenne, il faut aller jusqu'au bout, et qu'il comprenne que l'agent a le droit au dédommagement de ce qu'il a perdu en échange des sacrifices qu'il a faits. Dernier outil, par ordre d'intensité dans ce qui fait le plus peur aux employeurs, c'est évidemment la plainte pénale. Alors là, par contre, à manier avec précaution, je n'en dis pas plus parce que je ne suis pas pénaliste, mais il y a de plus en plus d'infractions qui concernent le secteur public. Le harcèlement moral en est une, mais la discrimination aussi, la non-assistance à personne en danger, les violences physico-psychologiques, la diffamation. La diffamation est une infraction, y compris la diffamation non publique, article R621-5 du Code pénal. Quand on dit en réunion pédagogique que tel collègue est vraiment nul et que en plus elle n'était pas là, elle était partie à la plage, c'est de la diffamation non publique. Le nombre de fonctionnaires diffamés au quotidien, ça se chiffre par milliers ou dizaines de milliers. On pourrait y donner suite, on ne le fait pas toujours. Il faut savoir que ces outils existent et qu'ils peuvent être actionnés pour calmer ou freiner ou lutter contre les situations abusives. Voilà. Merci beaucoup de votre patience, j'ai beaucoup trop parlé, maintenant j'écoute.